Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Moi c'est David, le grand maître des ninjas, et vous êtes sur Footrack, la playlist de l'enfer, le meilleur podcast de France, hein, au moins de France. Et voilà, vous avez entendu le doc qui est avec moi. Comment vas-tu le doc ? Ça va très bien et toi ? Ben, moi impeccable, j'espère que aussi les auditrices et auditeurs vont bien. On vous a concocté un double programme bien comme il faut, hein, n'est-ce pas ? Ah tout à fait, carrément. Avec un thème qui nous tient à cœur. Enfin, je pense que pas mal d'auditeurs de Footrack, du moins dans la tranche d'âge la nôtre, on va dire. Les quarantenaires et plus, voilà. Et plus, voilà, hein, qui vont apprécier ce double programme. Et puis les autres, si vous ne connaissez pas trop, ben, vous allez apprécier certainement le doc. De quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Eh ben, on va parler de films d'horreur. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais là, c'est plutôt les films d'horreur qui font référence aux vieilles VHS que l'on avait dans les années 80. Voilà, les films d'horreur des années 80. Voilà, l'âge d'or de la VHS, on va dire. Tout voilà, à fait. Quand on vous dit film d'horreur, VHS, années 80, qu'est-ce qui vous vient en tête ? Ah ben, vous allez le savoir. En tout cas, nous, ce qui m'est venu en tête à moi et au doc, avec deux films, j'allais dire, différents, mais pas tellement parce que, avec le titre, vous allez voir, Tout à fait. il y a Il y a une similitude. il y a des similitudes. C'est pas fait exprès, mais Ouais, bon, voilà. mais il y en a une. Il y en a une. Hein. Donc nous on s'était la dernière fois quitté avec la saga Rec que tu nous avais un peu donné envie de faire cette saga. Et moi, en tout cas, je me suis régalé. Hein. J'espère que les auditeurs se sont régalés aussi. Ah, je pense que oui, normalement. Avec le cinéma horrifique espagnol, on se régale forcément. Voilà, ça on l'a bien compris en t'écoutant nous parler de Plaza et Balaguero. Voilà. Et je vais faire un petit coucou à Monsieur Boustachu qui était de mariage ce week-end et quand il m'a débriefé le mariage, donc il m'a appelé hier soir, et ben évidemment on a parlé de Tonton Victor, même s'il n'y avait pas de Tonton Victor dans son mariage, mais on a évoqué un peu Rec 3 qui moi en tout cas j'aime beaucoup ce Rec 3. Monsieur Boustachu aussi, bon, je te pose pas la question le doc parce que tu nous as dit il n'y a jamais de mauvais film dans le Tout à fait. espagnol. Ouais. En tout cas, pas de Paco Plaza ni de Jaume Balaguero. Voilà, bon, peut-être Rec 4, ça se... Voilà. Et écoutez le podcast si vous ne l'avez pas écouté, je vais vous donner, en tout cas moi, mon avis sur Rec 4, pardon, mais que le doc a aimé, enfin, voilà. Mais aujourd'hui, on va pas encore faire Rec 4 et faire 2 heures sur Rec, Non. mais sur le cinéma d'horreur des années 80 avec cette tache d'or de la VHS. Moi, je voulais le dire tout à l'heure, mais je vais le dire un petit peu en intro. Moi, ce qui m'a donné cette folie, on va dire, voilà, comme tout le monde peut-être, moi, c'est quand j'allais avec mes parents au vidéoclub. Donc, évidemment, je louais comme tout enfant de 10 ans, à peu près, à cette époque-là, je prenais mon Lucky Luke, mon Bruce Lee ou mon Belmondo. Mais aussi avec ces affiches j'étais là en train de voir les affiches, notamment carrément les jaquettes, ouais. Les jaquettes de tout à l'heure, avec un des films de tout à l'heure. Et moi, ça m'a donné envie. Et j'ai eu cette chance, parce que moi, j'ai eu cette chance, il y a des parents qui vont dire, mais non, oh là là, ils sont fous ces parents de faire regarder des films d'horreur. Moi, j'ai eu cette chance de regarder des Fulci sans savoir que c'était des Fulci, des Romero sans savoir que c'était des zombies, par exemple, même Massacre à la tronçonneuse, etc. Donc, voilà, j'en ai vu pas mal de vieux films. Parce que je me rappelle même ma mère, ça je l'avais déjà dit, je me rappelle de ma mère qui dit dans certains débuts de films, c'est encore italien ça. Quand c'est italien. Ouais, comme quoi. Ouais, comme quoi, moi ça m'a donné envie de tout ce cinéma, mais voilà, après ça m'a donné cette passion, on va dire, j'ai suivi derrière, une fois qu'il y a eu l'arrivée du DVD, d'Internet, et des premiers, on va dire, éditeurs, Chat qui fume, Ecstasy, Neo Publishing. Voilà, donc après on a pu compléter nos collections. Toi le doc, je sais que tu t'es un hardcore, un collectionneur hardcore, tu avais déjà des VHS je pense même avant que ça sorte. Oui tout à fait, déjà des VHS, comme toi hein, j'ai eu la chance de connaître, en étant gamin, hein, voilà, une dizaine d'années quand même cet âge d'or de la VHS, puis après j'ai poursuivi
en achetant, en acquérant des VHS, et puis après les DVD, les Blu-ray, voilà. Et j'ai toujours gardé cette âme de collectionneur, même si j'aime pas très bien ce Ouais. mot-là, parce que c'est pas tout à fait ça, mais voilà. J'ai dans ma vidéothèque un peu plus de 5300 films, donc voilà, j'ai de quoi regarder. Donc voilà pour cette. On n'a pas fait d'intro, mais on a un peu parlé. Hein, Oui, évidemment. Bon, moi, quand je pense VHS, film d'horreur, enfin, film d'horreur et pas que, c'est Proserpine, René Château. oui. Proserpine, René Château, RCV vidéo, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Ah, il y en avait tout, il y en avait plein. Et moi, ça me rappelle. Je suis un peu dans la mélancolie là quand j'y Oui, pense. on voit Un peu ça, dans, c'est un très peu dans la bien. nostalgie. Ouais, Hein. tout à fait. Mais on va s'asseoir sur nos petits sièges de cinéma pour vous offrir un petit programme bien sympathique, je vous l'avais dit. Donc si vous êtes prêts, les pop-corns sont là, les boissons fraîches, c'est bon. Comment on appelle ça? La dame a fait asseoir tout le monde, je vois, sur le côté. Les derniers Oui. retardataires sont là. La publicité est finie. Tatan, taratatatin. Elle est finie, puis on va pouvoir... projectionniste, c'est parti. Moi, je vais m'asseoir et on se retrouve tout de suite après. Eh ben oui.
Ah, quelle douce mélodie, quelle belle musique, hein. Merci Jay Chataway, compositeur de... ben, vous l'avez reconnu, hein, j'imagine, ou pas, mais je vais vous le dire, de ce film de Maniac, qui s'appelle Maniac, hein, sorti en 1980, et réalisé par un certain William Lustig, si vous ne le connaissez pas. Peut-être vous le connaissez, Maniac, la trilogie des Maniacop, Vigilante, Ouais. notamment un film que j'aime beaucoup. Je sais pas Ouais. si on n'en a pas parlé celui-là de Vigilante, hein, sur... Ah, je ne sais plus. Je Il est crois sorti pas, il n'y a mais- pas très longtemps par le chat qui fume. Très En très plus, bon et film. voilà. Et Oncle Sam, voilà. Voilà, c'est les films qui me viennent, Ah oui. oui, c'est peut-être pas le meilleur. Oui, j'avais pas capté celui-là, mais il est pas mal, il se regarde. Oui, il se regarde, mais bon, voilà. En musique composée par notre ami Jay Chataway. Alors, je vais le dire tout de suite, nous, on en a déjà parlé sur les loups-garous. Je crois, Peur Bleue, il a fait. On avait sélectionné Ah oui. Peur Bleue, c'est lui qui a composé, puis Invasion USA, hein. Mais avant d'évoquer, on va dire, Maniac un peu plus, je vais dire pourquoi j'ai choisi ce film. Alors, je l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, mais voilà, je vais un peu comme ça rentrer petit à petit dans le film. Mais c'est parce que j'ai choisi ce film, parce que voilà, quand j'étais petit, je le disais, j'allais au vidéoclub avec ma mère, etc. Et j'arpentais un peu les rayons comme ça. Donc je prenais mon Lucky Luke, Daisy Town, je prenais la balade des Dalton, je prenais la Fureur de vaincre, je prenais un Belmondo. Et là, j'arrivais devant ces rayons magnifiques de films d'horreur. Mm. Et l'affiche de Maniac, ils font parler quand même, hein. Là, je vais la montrer au doc. Ah, mais il peut pas la voir parce que j'ai mis. Mais je connais, Ouais. hein, elle Voilà, est bien alors, connue. évidemment, il connaît. Peut-être vous aussi vous connaissez avec cette, on va dire une affiche assez burnée, hein. On voit presque les parties, euh, tout le bas du tueur avec le couteau, et puis il tient une tête blonde comme ça, Mm. on va dire une affiche qui marque quand on a à peu près 10 ans, qu'on tombe sur ça, évidemment ça nous marque. Donc, moi quand je dis VHS, film d'horreur années 80, bim badaboum, je peux pas, pour moi je peux pas faire autrement que de citer Maniac, hein. Maniac, forcément. Ouais, Bah, pourquoi grand classique. Bon, grand classique. Alors, on va pas faire les intellos, machin, où on va vous apprendre 1000 trucs. Mais moi, voilà, c'était le film qui venait quand, ben, pour quand on cite ces trois axes. Et donc, voilà, j'ai cité Maniac j'allais dire de Joe Spinell. Non, c'est pas du tout. Mais presque, parce que. Donc voilà, c'est tout ceci qui m'a donné envie de regarder ce film. Et ce film m'a marqué parce qu'il m'a donné, moi, je sais pas trop, une frousse terrible. J'ai vraiment peur de ce film, hein. Ah, c'est un film clairement qui donne des émotions, hein, Voilà, incontestablement. ouais, qui m'a clairement fait peur. Après, certes, je l'ai vu quand j'avais un âge, peut-être où il faut pas le voir. Bon, déjà, j'avais peur du film, et puis surtout, je parlais de Joe Spinell. Moi, il a une figure, et sa tête me faisait carrément peur. Ouais, parce que il Une marque bonne dans le gueule, film. une bonne Il a gueule une des années gueule, 80. Les années 80, un visage assez burné, assez marqué, sa petite moustache là, j'ai envie de dire, pas d'élite de sale gueule, mais presque une moustache de pervers un peu comme ça. Il transpire tout le long du film en plus, donc il est. Ouais. C'est assez. Puis le lieu aussi, la ville de New York, un peu qui fait assez peur, je trouve, quand même, qui fait assez glauque, il va dans des endroits un peu. Dans des motels assez miteux, puis sa chambre aussi, où pas mal. L'action du film se déroule pas mal dans sa chambre. Puis voilà, le logo René Château au début, la musique, voilà, ça c'est le thème d'ailleurs qui contraste pas mal avec le film en lui-même, le thème principal qu'on a écouté, parce qu'il y a d'autres thèmes qui contrastent, je trouve, pas mal, parce que c'est quand même assez lancinant, c'est doux, assez calme, j'ai envie de dire. Et à côté de ça, dans la première scène, notamment quand il tue, se coupe dans la plage, voilà, on l'entend respirer comme ça. Voilà, il y a cette musique là qui est là comme ça, et pourtant il va commettre un acte barbare, quoi. Il va étrangler et massacrer nos deux tourtereaux sur la plage. Donc, Et comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ce film m'a flanqué une trouille terrible, mais aussi en même temps une fascination, hein, pour cette ambiance, je disais, glauque, malodorante, malsaine. Puis, est-ce vraiment qu'un film de peur, qu'un film d'horreur ou qu'un film d'épouvante? J'ai envie de dire, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, le doc, c'est un film d'horreur psychologique pour moi. Plus Ah oui, oui. tout ça, c'est carrément un film d'horreur psychologique,
Parce que dans Maniac, on va pas seulement, on va dire, voir des meurtres graphiques, comme dans des films gore, où on voit des couteaux se planter dans des corps ou quoi. Ici, dans Maniac, on va suivre la folie du personnage de Frank Zito, tueur en série. Frank Zito, interprété par notre ami Joe Spinell. On sera dans sa tête du début à la fin. Nous aussi, toi, le doc, les auditeurs aussi qui auront vu le film, seront aussi victimes de cette descente aux enfers du point de vue de Joe Spinell, carrément. Carrément, c'est ça. On le suit. Nous aussi, on ira assassiner ce couple sur la plage. Nous aussi, on ira stalker cette pauvre infirmière dans le métro new-yorkais. Et nous aussi, on ira voir cette prostituée. On la scalpera dans cet hôtel miteux. Et nous aussi, on ira chez la mannequin, la fameuse mannequin, pour en finir avec elle. Et puis, nous aussi, on fera exploser la tête à coup de fusil à pompe de notre ami Tom Savini dans cette scène iconique. Notre bon vieux Tom Savini, on en a déjà parlé. Tout à fait. Ici, dans Foutraque, qui est responsable du maquillage de Maniac. Il avait travaillé, on le connaît notamment pour Vendredi 13. On va pas tout refaire de notre ami Tom Savini. Donc là, j'ai un peu rapidement évoqué certaines scènes, mais j'ai envie de revenir sur peut-être une ou deux. Alors, notamment ma préférée, qui quand j'étais gamin, celle qui m'avait marqué le plus et qui est devenue ma préférée un petit peu quand j'étais ado après, c'était la fameuse scène de Tom Savini. Mais ma préférée au jour d'aujourd'hui, c'est même pas celle-là, c'est la scène du métro où, je le disais tout à l'heure, le maniaque prend en chasse une infirmière comme ça, la pauvre. Et donc il la poursuit dans le métro et on voit cette peur qui se lit cette peur qui se lit sur son visage. Joe Spinell jouera au chat et à la souris avec cette femme. On voit même Lustig qui fait des petits zooms très rapides sur Joe Spinell quand il descend les escaliers. Là, ça fout une trouille voilà, sur son visage. Le tueur ira même jusque dans les chiottes où il finira de jouer avec elle. Il lui transpercera notamment le corps avec une espèce de poignard comme ça. Et il joue avec elle, il fait semblant de pas la voir, mais forcément il sait qu'elle est là dans les toilettes. Il y a pas 50 issues, il attend qu'elle sorte pour arriver derrière. Notamment, moi ça marche encore aujourd'hui où la femme elle est devant la glace, devant le miroir. Elle se mouille la figure parce qu'elle croit avoir échappé au tueur. Et quand elle remonte le visage sur le miroir, bam, derrière il y a Joe Spinell qui la transperce carrément, qui la poignarde. Et donc voilà, cette scène, moi j'adore cette scène avec la musique là derrière qui est très, très stressante par contre, parce que le thème principal lui est assez doux, mais après le reste de la BO de Jay Chataway est quand même assez lugubre, stressante et elle représente bien tout ce qu'on voit à l'écran, le New York un peu dégueulasse, ballon d'orange, j'ai envie de dire, comme dirait Monsieur Moustachu, le New York qui sent le sperme et les chaussettes. C'est ça, exactement. Voilà, c'est ça. Et puis bon voilà, il y a aussi la scène avec Tom Savini où on voit sa tête carrément exploser. Alors je vais essayer de la décrire, ou si tu veux le doc, je vais essayer de te faire parler, si tu veux décrire la scène de la tête explosée. Non, je te laisse, vas-y, Ouais. je te laisse décrire la scène. Il y a un couple qui batifole sur un parking ou sur une sortie d'autoroute, et notre maniaque les regarde, les épie comme ça, et le couple font ce qu'ils ont à faire dans la voiture, et puis d'abord on voit Joe Spinell qui est derrière la vitre comme ça, qui regarde là, à croire qu'il se dit je vais pas me faire attraper, mais je pense qu'il veut se faire attraper. Donc ils le font partir dans un premier temps. Le conducteur qui est Tom Savini, pour partir, il allume les phares comme ça, et là on a Joe Spinell qui saute sur le capot et qui braque le fusil de chasse. Je disais fusil à pompe, mais non, c'est un fusil de chasse qui tire à bout portant sur Tom Savini. Mais en plus la scène est vraiment réussie. Moi, j'ai envie de dire, on y croirait presque. Oui, c'est ça. Puis tourner au ralenti, je crois. Enfin, ça donne un certain réalisme. Oui, c'est ça. On s'y croirait. En plus, sans compter les anecdotes que tout le monde sait où ils n'avaient pas le droit de tourner, ils n'avaient pas les autorisations, donc ils se sont barrés dès que la scène était terminée. Ils sont tous partis. Je crois qu'il y a Tom Savini qui est resté sur le parking et qui s'est fait embarquer par la police. Donc ça, c'est une scène, forcément, si vous avez vu Maniac, ou même si vous l'avez pas vu, parce que c'est une scène qui revient dans les bandes annonces. Voilà, moi qui est revenu vous avez forcément vu ça dans un mix vidéo ou dans un truc, sans savoir peut-être que c'était Maniac. En tout cas, cette scène
est génial. Voilà, on accompagne Joe Spinell parce que finalement, je disais tout à l'heure que c'est Lustig qui a réalisé le film, mais le film en lui-même, il suinte, il transpire Joe Spinell, quoi. Clairement, je pense qu'il a eu un rôle important dans la conception du film même. Ah oui, c'est son rôle, quoi. C'est son rôle, mais même sans savoir, moi après, derrière, quand j'ai regardé les bonus, quand je me suis intéressé à ce film un peu plus en profondeur, moi déjà, pour moi, c'était le maniaque, c'est lui, c'est le film, quoi. C'est lui. C'est pour ça que je vais peut-être pas beaucoup parler du casting derrière. Alors que toi, si tu veux en dire un mot, parce que pour moi, le film, c'est avec Joe Spinell, Joe Spinell, produit par Joe Spinell, écrit par Joe Spinell, quoi. Pour moi, c'est presque ça. J'ai même pas envie de faire la filmo de Joe Spinell. Bon, oui, c'est Monsieur Gonzo dans Rocky, le manager, l'homme de main pas l'homme de main, mais le mafieux dans Rocky. Mais je m'en fous, en fait. Quand tu vois Maniac, tu oublies. Et même quand je vois Rocky, pour moi, c'est le maniaque dedans. Mais c'est ça. Il incarne tellement bien le rôle qu'on l'identifie clairement à ce rôle-là. Hein. Ouais, en plus, il aurait dû faire une suite, mais qu'il est mort avant, donc il n'a pas voulu. Enfin, c'était un sacré personnage en plus. Joe Spinell, puisque j'ai pu écouter, voir, etc. C'était quand même un sacré numéro. Donc voilà, mais malgré ça, malgré qu'on l'accompagne dans cette folie, dans cette. Carrément, on est dans sa tête. Il y a des scènes, bizarrement, notamment quand il rencontre la photographe interprétée par Caroline Munro, tout à fait. Voilà, donc, qui est connue dans le monde du bis, de l'horreur, etc. Mais là, il devient un peu, avec Caroline Munro, il devient un peu, on va dire, presque normal. Il parle, il est presque timide, gêné quand elle lui fait un petit bisou pour lui dire merci, il me semble. Et je trouve que ce passage-là, il dénote avec le reste du film, je trouve. Ça dénote carrément, mais pour moi, c'est pas un rôle qu'il joue, quoi. Pour moi, il est comme ça dans la vraie vie, et un peu comme dans Psychose, où il a deux personnalités qui coexistent. Pour moi, il fait pas semblant d'être ami avec elle. Je pense que voilà, il est comme ça dans la vie. Il y a deux personnages qui coexistent quelque part dans un seul corps. En plus, c'est vrai qu'après, pendant qu'il est tout gentil, il calcule que une des mannequins, parce qu'il vient chez Caroline Munro, ou dans son studio de photographie, et il y a d'autres mannequins qui sont en train de tourner une pub, et du coup il calcule, il voit qu'il y en a une qui pose une espèce de collier ou de bracelet sur la table, il lui prend, et après pour aller lui rendre, mais sauf qu'en fait il va pas lui rendre, il va carrément l'assassiner. Comme je disais, je vais pas parler de tout le casting des personnages parce que, à part Joe Spinell, j'ai envie de dire, il prend toute la place presque. Joe Spinell et Caroline Munro. Enfin, moi, Caroline Munro, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Et s'il faudra en parler après, je vais te laisser la parole. Mais moi, franchement, ce film, il pue, il suinte le Joe Spinell. Et bon, je veux pas parler d'autres personnages, mais la ville de New York, quoi. Je le disais tout à l'heure, la ville de New York qui va très bien en plus avec ce scénario-là de film de tueur. On aurait fait ça à Los Angeles, bon, ça n'a pas marché. Ou à Miami, ça aurait. Mais je trouve que New York a ce truc-là de la nuit, avec ses grands boulevards et tout ça. Donc, et la musique aussi qui joue un rôle aussi prépondérant dans le restant du film. Voilà. Moi, Maniac, c'est ça pour moi. C'est je disais, les années 80, l'horreur, la bonne VHS qu'on avait. Il était sorti dans une collection, il me semble, les films que vous ne verrez jamais à la télévision, chez René Château. Ah oui, il était sorti chez René Château, oui, tout voilà, à fait. Il y avait Massacre à la tronçonneuse dans la même collection, La Marque du Diable, je crois, et d'autres, Zombies. Et oui. j'en ai oublié d'autres, je sais plus combien il y en avait. Et un film que j'ai pas en VHS, et d'ailleurs je m'étonne moi-même que je l'ai pas au moins la VHS, parce que ce film justement, il est. Alors je crois que chez Le Chat qui fume, ils ont mis la version VHS avec les grains et tout ça. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà, donc c'est vraiment un film que. En plus de ça, il est un peu comme Massacre à la tronçonneuse. Le voir en VHS, ça donne une autre patte, je trouve,
ce qu'on voit à l'écran, même si, par exemple, pour Massacre à la tronçonneuse, et même pour Maniac chez le Chacufume, le Blu-ray et le 4K sont magnifiques. Mais voilà, ça enlève rien au film. Mais je trouve que là, en VHS, il apporte un autre truc. Il est un peu j'allais dire, dans son jus, dans son, dans sa patte des années 80. Donc voilà, pour moi, Maniac, je sais qu'elle a tant à dire, mais voilà. Voilà, je vais un peu te laisser la parole, sinon je vais la garder. Mais Ouais, voilà, Maniac. c'est un grand classique hein, du cinéma d'horreur qui a été popularisé chez nous effectivement par sa sortie en VHS chez René Château. Puis après, ouais, t'as tout dit, hein, en tout cas le principal, Joe Spinell, Caroline Munro, moi, c'est une actrice que j'aime beaucoup. J'avais déjà eu l'occasion de parler d'elle, Caroline Munro, parce qu'elle a joué dans le Jour des Fous. Ah oui. Dont j'avais parlé lors d'un épisode sur les slashers. Hein. Et puis il y a également Tom Savini, voilà, avec Tom Savini et Joe Spinell dans le même film. Voilà, deux grandes gueules typiques des années 80, très, avec ouais, un faciès très macho, très mâle, quoi. Hein, ça Oui. transparaît clairement à l'écran. Et puis il y a également eu un remake de Maniac qui est pas mal du tout avec Elijah Wood. Mhm. Celui qui jouait Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, ce qui pouvait laisser craindre le pire, parce que remplacer Joe Spinell par Elijah Wood, Ah oui. on n'est pas du tout Non, sur la même catégorie d'acteurs, mais alors pas du tout. Et finalement, le remake, alors après c'est toujours délicat quand on fait des comparaisons, mais sans faire de comparaison, sans se lancer dans des comparaisons, le remake est vraiment très bien, et on a aussi cette ambiance particulière et qui fait peur, quoi. Un film voilà, où on ressent des émotions. René Château présente Maniac. La terreur règne sur New York. Chaque jour, des femmes meurent, sauvagement assassinées. La police enquête. Mais le maniaque continue son horrible collection. Maniaque. Votre vie sera un enfer si le maniaque s'intéresse à vous. Voilà, puis la musique, j'ai envie parce qu'on a peut-être pas assez profité de la bande son de Maniac, j'ai envie avant de passer à l'autre film, un peu pour faire une espèce d'entracte et de passer au prochain, je vais vous passer encore un thème, je sais pas lequel, ce sera le thème surprise tiré du film Maniac. Jay Chataway, c'est à toi. Et voilà, toujours un régal de s'écouter un petit extrait de la bande son de Maniac. Alors moi j'écoute ça un peu comme vous écouterez du Rolling Stone ou voilà. Moi c'est les musiques de films, j'écoute 90% de mon temps, c'est des musiques de films, donc des fois j'ai ça dans les oreilles tout le temps.
ou à la maison, des fois, quand on me rend visite, je réponds, puis derrière la musique je sais pas moi, de Maniac ou d'Anthropophagus, je sais pas, qu'est-ce que ça passe? Bon, Anthropophagus, j'ai choisi peut-être le mauvais exemple parce qu'il y a juste une musique un peu grecque là, au début du film. Il y a pas, je sais pas s'il y a pas trop de bande son, mais en tout cas, moi je l'ai extrait et je l'ai mis sur une clé USB. Voilà, je dis ça parce que ça m'arrivait il y a pas longtemps, c'est pour ça. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Voilà, c'était la musique d'Anthropophagus. J'ai répondu à Michel. Vous connaissez pas Michel, mais c'est pas grave. Un jour, si vous venez chez moi, je vous le présenterai. Donc voilà, petit extrait de la bande son de Maniac. On est bien, voilà. Moi, ça m'a fait toujours un plaisir je l'ai revu au moins 3 fois pour le podcast. Ah ouais, mais c'est un film moi je l'ai vu Oui. 2 fois et Oui. c'est un film qu'on peut facilement Voilà. revoir plusieurs fois sans Voilà. aucun problème. Ouais. Ouais, et puis on n'est pas trop rentré dans d'autres scènes vraiment approfondies parce que si vous l'avez pas vu, ça se découvre bien. Des scènes notamment quand il est tout seul, Joe Spinell dans sa chambre là, où c'est très très malsain là. Clairement, Ah ouais, on n'a pas envie de se retrouver nez à nez avec lui dans la rue. pas du tout. Ces filles aguicheuses. Elles aguichent avec leur robe, leur rouge à lèvres. Elles s'amusent, elles dansent. Et qui va pouvoir les arrêter? Il n'y a personne. Mais toi, tu les arrêteras. Et avec toi, elles ne danseront jamais plus. Tu dois les arrêter. Ou c'est elles qui t'éloigneront de moi. Elles ne le pourront jamais. On ne nous séparera jamais, toi et moi. Je ne pourrai jamais, jamais. Je suis tellement heureux. Voilà, je sais pas si où tu vas nous amener le doc, enfin si je le sais, mais on va envoyer une petite musique d'intro du Eh film. ben, ça marche. Allons-y.
Donc ça c'est une musique qui nous vient bien tout droit d'un film qui aujourd'hui est assez oublié, hein, contrairement à Maniac dont on vient de parler, qui est encore un film qui est assez regardé aujourd'hui. Donc c'est un film assez oublié, mais qui à l'époque, donc à la fin des années 80, avait fait son petit effet dans les vidéoclubs, notamment grâce à sa jaquette, hein. On en parlait tout à l'heure au début du podcast, hein. Il y a plein de films, notamment des films d'horreur de cette époque-là, qui ont une jaquette, voilà, qui donne clairement envie de voir le film. C'est vraiment une autre époque, hein. Au jour d'aujourd'hui, on a des jaquettes qui sont très simplistes, montées à la va-vite avec Photoshop. Et vraiment, à l'époque, on avait des jaquettes. Quand on voyait la jaquette, on avait tout de suite véritablement envie de voir le film. Les jaquettes et les affiches avaient une âme, j'ai envie de dire. Tout à fait. Elles sont vidées de leur âme. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui font les jaquettes, ils doivent en faire plusieurs par jour, alors qu'à l'époque, ils devaient avoir le temps de peaufiner les jaquettes et de faire de la qualité, hein. Tu avais un peu parlé de raconter ta vie tout à l'heure quand c'était ton tour. Alors je vais faire un peu pareil, mais on a une histoire qui se ressemble, hein. Moi je suis né en 78, donc j'ai connu également la grande époque des vidéoclubs, donc dans les années 80, mais bien évidemment quand j'étais tout gamin, hein. Donc moi j'allais notamment avec mon oncle qui louait pas mal de VHS, qui les copiait également, hein. Il faisait partie de ces personnes qui avaient deux magnétoscopes et qui copiaient donc les films. Et c'est un peu comme ça que j'ai fait la connaissance, voilà, avec le cinéma d'horreur, le cinéma bis. Et ça a clairement contribué à ma culture cinématographique actuelle, ouais, les films d'horreur, les bisseries italiennes, tout ça, ça vient de cette époque-là. Et puis il y a également mes parents qui étaient, quand ils étaient jeunes, des grands fans de films d'horreur. Et donc aussi, ça nous arrivait de louer des films. Ce qui était assez rare, parce que ça avait quand même un coût, mais au moins quand ça arrivait, quand on allait louer des films, c'était un petit événement familial, hein. Donc c'est comme ça que j'ai vu pas mal de films. Donc quand j'avais une dizaine d'années, et comme tu le disais tout à l'heure, des films que normalement on n'aurait pas dû voir, hein. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a assez peu de parents qui laissent leurs enfants regarder ce genre de films quand ils ont une dizaine d'années. Mais heureusement pour nous, parce qu'encore une fois, ça nous a permis de nous familiariser avec ce cinéma super intéressant. Et puis de nous faire toute une culture cinématographique qui aujourd'hui nous est bien utile pour faire ce podcast. Et donc parmi tous ces films que j'ai vus quand j'avais une dizaine d'années, eh bien, il y a donc le film qui nous intéresse ici et dont on vient d'entendre la musique. Donc il s'agit de L'Abattoir. L'abattoir qui était également appelé Slaughterhouse, l'abattoir de l'angoisse. Alors moi la VHS que l'on avait louée avec mes parents quand j'étais gamin, c'était juste l'abattoir. Et la jaquette justement, elle illustrait un gros bonhomme qui arborait une salopette et puis avec une feuille de boucher. Énorme. Et énorme, voilà, aussi grosse qu'une machette, moitié feuille de boucher, moitié machette. Et c'est clair que, en voyant cette jaquette à l'époque, on avait forcément envie de louer ce film-là. Et donc, c'est exactement ce qu'on avait fait à l'époque. Donc, L'Abattoir, c'est un film qui est sorti en 1987, hein, donc je pense que c'est à peu près à cette époque-là que j'ai dû voir le film. Je pense que c'était en 88, 89, quelque chose comme ça. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis né en 78, donc j'avais une petite dizaine d'années. Et encore une fois, c'est véritablement un film qui, moi, m'a marqué. Je le verrai pour la première fois aujourd'hui, voilà, il ne me marquerait pas comme il m'a marqué quand j'étais gamin. Alors parmi tous les films également que j'ai vus à cette époque-là, je pense aussi que c'est le seul dont j'ai retenu le titre, parce que bon, c'est assez facile de retenir L'Abattoir, puis encore une fois, quand on voit la jaquette, on retient facilement le titre.
Mais dans les années 80, il n'y avait pas vraiment Internet, enfin il n'y avait pas du tout Internet même, et donc c'était pas forcément évident de retenir, de noter les titres qu'on voyait. Et donc il y a plein de films comme ça que j'ai vus, qui m'ont marqué, mais encore au jour d'aujourd'hui, je connais pas du tout les titres. J'avais évoqué ce problème-là assez récemment dans l'un des derniers épisodes qu'on a fait au niveau de 3615 Code Père Noël. Moi, c'est un film que j'ai vu également quand il est sorti, qui m'avait marqué, mais j'avais pas du tout noté le titre. Et c'est bien après, plusieurs années plus tard, quand il ressort en vidéo, où on se dit ah bah tiens, c'est ce film-là. Et il y a un autre film d'ailleurs comme ça. Alors j'en parle parce que je crois que c'est un film qui te parle aussi, un film qui m'avait vraiment marqué à cette même époque-là, dans les années 80. Que j'avais vu sans noter le film, qui m'avait vraiment marqué, et puis j'ai redécouvert le titre après quand il est sorti en DVD, c'était La Maison de la Terreur, Ah oui, bah oui, de exactement, ouais. Lamberto Bava. Voilà, c'est... C'est vrai que moi, une fois, j'étais retombé dessus, je me dis, ah putain, c'est ce film. Et ben voilà, ouais, parce qu'il avait été édité par Neo Publishing, donc moi c'est quand Neo Oui, Publishing avait c'est ça. sorti ce film-là, je me dis, ah c'est ce Ah oui. film-là que j'ai vu quand j'étais gamin. Et... Notamment, j'avais en mémoire une scène où d'un gamin qui joue avec une balle, je crois, Ouais, qui fait tout à tomber fait, dans. ouais. Voilà, moi j'avais ça en fait. Ouais. Puis on voit la balle qui rebondit sur les C'est escaliers. ça. Ah bah voilà, mais on a exactement les mêmes images qui nous Ouais. a marqué l'esprit. Hein. Donc voilà, donc l'abattoir, pour moi, s'inscrit dans toute cette époque-là où on voyait des films qui nous marquaient, puis on retenait pas forcément les titres. Donc alors pour parler un peu de l'abattoir, quelques mots d'abord sur le synopsis. Alors c'est un synopsis, une histoire assez basique. Hein. Donc l'action elle se déroule en Amérique, donc dans l'Amérique profonde, hein, l'Amérique rurale. Et donc il y a une bande de jeunes qui sont menés par la fille du shérif, qui sont en train de tourner un film d'horreur, donc avec une caméra embarquée, voilà, sur VHS. Et puis un soir, donc c'est le soir de la fête du cochon, donc qui se déroule tous les ans dans cette bourgade. Et donc ce soir-là, eh bien, le groupe de jeunes décide d'aller tourner dans les anciens abattoirs de la ville, qui sont maintenant fermés depuis 8 ans. Sauf que les anciens abattoirs ne sont en revanche pas déserts, puisqu'il reste le vieux Bacon. Alors ça s'invente pas, son nom c'est réellement Bacon. Tu sais que j'avais pas. Pourquoi j'ai pas relevé ça? Ah bah, quand il l'appelle Bacon dans le film, moi ça tout de suite ça paraît fait évident tilt. quand tu le dis, mais je l'ai pas relevé. Donc voilà, donc c'est son nom, le vieux Bacon, qui est en fait l'ancien boucher responsable de l'abattoir qui vit encore là. Et le problème, c'est que le vieux Bacon, eh ben, il est en train de perdre la boule, hein. Il est en train de devenir complètement fou parce qu'il est en train de se faire expulser, notamment par le shérif. Et puis par-dessus le marché, il y a donc ce vieux Bacon qui ne vit pas seul, puisque surtout il vit avec son fils, donc Buddy Bacon. Donc c'est un espèce de gros gaillard, donc c'est le fameux gros gaillard que l'on voit sur la jaquette du film, et qui lui est un gros gaillard qui a été clairement éduqué avec les cochons. Hein. Il dit pas un mot pendant le film, voilà, je pense qu'il sait pas parler, mais il grogne comme les cochons. Il renifle, Tout à fait, c'est ça. Vraiment, il a une attitude de cochon. Et ce qui le dénote quand même des cochons, c'est qu'il se trimballe en permanence, donc avec sa longue feuille de boucher énorme, comme une machette qui est attachée à un long manche, et qu'il manie un peu comme les chevaliers Jedi dans Star Wars. Ouais, dans les vieux films de Kung Fu là. Ouais, c'est ça, voilà. tout à fait. Un ninja, un peu comme les ninjas, sauf qu'il n'a pas le gabarit des ninjas. Alors. Et donc forcément, là aussi, sans faire de jeu de mots, le reste du film, ça va être une véritable boucherie. Donc voilà pour l'histoire, une histoire assez simpliste. Et c'est une histoire en fait qui s'inspire très largement, on en a parlé tout à l'heure, de Massacre à la tronçonneuse, hein, un grand film de cette époque-là. Il y a vraiment plein de similitudes avec le film culte de Tobe Hooper. Notamment parce que l'action se déroule dans un ancien abattoir, comme dans Massacre à la tronçonneuse. Il y a un tueur avec une carrure qui est plus qu'imposante, puis avec une allure particulièrement effrayante, même s'il n'a pas un masque.
Voilà, on n'a clairement pas envie de le rencontrer dans la rue ou chez soi. Et puis, cette personne-là, elle est également soutenue par une famille de bouchers, même si la famille, elle se réduit à son père dans ce film-là. Et puis, il y a également la tronçonneuse qui est remplacée donc, par cette fameuse feuille de boucher géante. Et il y a même une scène également dans le film où le vieux Bacon semble faire une allusion plus ou moins cachée à Massacre à la tronçonneuse, plutôt vers le début du film, où il dit que lui au moins il travaille à la force de ses poignets et qu'il n'a pas besoin de scie à chaîne, donc de tronçonneuse. Voilà, quelque part c'est une manière qu'a pris le réalisateur pour placer son film au-dessus de Massacre à la tronçonneuse. Alors, en réalité, il n'est pas au-dessus de Massacre à la tronçonneuse, mais voilà, il s'en inspire beaucoup. Et, il y a très peu de films qui sont au-dessus de Massacre à la tronçonneuse. Il y a peu de films qui sont au-dessus de Massacre à la tronçonneuse. Tout à fait. Mais voilà, c'était histoire de mettre son film en avant par rapport à Massacre à la tronçonneuse, qui présente pas mal de points communs avec l'abattoir. Après, pour le reste, on est vraiment sur un film d'horreur ultra classique, sympathique, un film à petit budget. Mais moi, je trouve que ça se voit pas trop parce que voilà, on a des bons petits meurtres qui sont bien sanguinolents, comme on les aime dans ce genre de film-là. Il y a quelques scènes qui sont, je trouve, notamment la scène, je crois que c'est le shérif ou l'adjoint qui, c'est une scène qui inspiré de Massacre à la tronçonneuse quand il ouvre la porte et il passe son bras et il y a je crois qu'il y a le Buddy là qui est derrière la c'est il ouvre la porte, une espèce de porte de chambre froide, d'abattoir, on le voit apparaître comme ça là un peu et puis hop, plus de main, je trouve que évidemment elle est réussie si on prend par rapport au budget et aux acteurs. C'est pas Buddy n'a jamais eu un Oscar, l'acteur, je sais plus son nom, j'ai pas noté. Mais il a pas eu un Oscar pour ça, mais ça, je trouve que la scène est assez réussie. Ça fait son effet. Il y a pas de c'est pas un film où on n'y croit pas du tout quand on voit les différentes scènes. Alors après sur le cast, j'ai pas grand chose à dire parce que là clairement on n'est pas sur des acteurs professionnels. Les acteurs n'ont rien fait d'autre de réellement marquant. J'avais juste noté le nom de Joel Hoffman, qui est donc l'un des jeunes qui sont trucidés et qui a également joué dans l'excellent Pumpkinhead, le démon d'Halloween, avec Lance Henriksen. Oui. Très bon film d'horreur. Voilà, il a aussi un rôle principal, pas le rôle principal, mais voilà un rôle quand même en vue dans ce film-là qui est pas mal du tout. Et puis après, les autres acteurs, eux, ils ont fait que des petits rôles, sans réel intérêt. Idem pour le réalisateur et scénariste. Généralement, quand on a réalisateur et scénariste, quand c'est la même personne, ça signe les films à petit budget, même s'il y a toujours des exceptions. Donc le réalisateur scénariste, c'est Rick Russler. Pareil, il n'est pas forcément connu, il n'est pas du tout connu, il n'a pas fait grand-chose. Ceci étant dit, quand on regarde sa fiche IMDb, il semble qu'il ait réalisé très récemment, quand je dis très récemment, c'est ces derniers mois, Slaughterhouse 2. Donc une suite de l'abattoir. Il y a visiblement une suite qui a été tournée récemment. C'était vraiment son truc, quoi. Il a fait ça l'a suivi. Voilà, tout à fait. C'est vraiment les deux films qu'il a réalisés. Et dans cette suite, donc Slaughterhouse 2, qui est visiblement en post-production, si j'ai bien compris. Donc il a vraiment été filmé. Donc on retrouve notamment Sherry Light. Sherry Lai, je ne sais pas comment on prononce exactement, c'est celle qui joue la fille du shérif, donc l'un des rôles principaux. Et on la retrouve dans ce film-là, donc dans cette suite. Donc visiblement, elle a échappé au massacre. Et un petit spoil. Et elle est devenue... c'est même pas un spoil, parce qu'en fait, en réalité, on ne sait pas trop. Ça reste flou.
Et puis du coup, elle a repris le rôle la place de son père. Elle est devenue shérif dans ce deuxième opus. Et puis on a Buddy Bacon qui lui a été remplacé visiblement par son frère caché. Donc un certain Remdog Bacon. Donc voilà, donc le vieux Bacon a visiblement eu 2 fils, Buddy et Remdog. Voilà. Ça ressemble vraiment à des scénarios de films ou de séries des années 80. Le frère caché. Tout à fait. Là c'est un frère qui débarque de nulle part. Donc voilà, je voulais terminer sur cette suite qui, honnêtement, ça m'étonnerait que le film sorte chez nous, mais bon, on peut toujours espérer. Moi, personnellement, j'espère que ce film sortira chez nous. On sait jamais, dans quelques années, dans le catalogue d'Amazon Prime, un jour il sortira peut-être. Parce que des fois, leur catalogue Amazon Prime, voilà, c'est quelque chose. Il faut y aller. Peut-être, Donc, mais j'espère qu'il sortira en physique, parce que moi, je suis très physique. Mais bon, on verra bien. Et voilà ce que je voulais dire sur ce film-là. Peut-être la dernière information, ce qu'on en parlait tout à l'heure, le point commun entre le film que tu as présenté et celui que j'ai présenté, donc c'est que L'Abattoir, il est sorti chez nous. Alors il était sorti donc bien évidemment en VHS et il est sorti également en DVD. Sous le titre de Maniac. Donc attention, il y a deux Maniacs. Il y en a même plus que ça, mais voilà. Les 2 films dont on parle sont sortis sous le titre Maniac. Et ils ont repris la jaquette de la VHS. Donc ça c'est bien, mais voilà. Alors il est sorti, c'est Prism Vidéo qui a sorti le DVD. Donc cher et tendre Prism. Donc voilà. Donc en fait c'est la VHS, c'est un VHS RIP qui est passé sur le DVD et ça se voit. L'image est vraiment dégueulasse. Mais au moins il est visible chez nous. Et voilà. Monsieur Bouksaché va rigoler avec la bande rouge sur le côté, parce qu'on en a rigolé, on s'est vu il y a quelques jours, et puis cette putain de bande rouge. Et notamment, toi, tu m'as fait passer une copie sans cette bande de qualité. Et j'avoue, alors, que le film, justement, c'est un film que, voilà, il a un peu cette patte VHS, et pareil, là aussi, j'ai pas redécouvert le film, mais la qualité d'image, voilà, parce qu'il y a quelques longueurs, des fois, dans le film, il faut l'avouer. Même au si milieu, moi, surtout. Le film L'Abattoir. Mais la qualité, tu vois, ça n'a rien à voir avec la VHS RIP de chez Prism. Elle est très très bonne qualité. Et j'ai presque envie de dire que j'ai vu un autre film. Bon, pas tout à fait. Mais c'est assez appréciable de ne pas avoir cette bande rouge qui est sur le côté. Et tu parlais des faux titres, tout ça. Alors moi, c'est un film que j'ai vu sur le tard. Mais en parlant de jaquette volante, j'ai envie de dire. Alors moi, j'avais acheté une VHS avec la jaquette de l'Abattoir, mais le titre c'était pas, je crois que c'était Maniac, mais dedans c'était le Sadique à la tronçonneuse. Voilà, c'est ça. Ah d'accord. C'était sorti chez Initial à l'époque. Donc dedans il y avait le Buddy avec sa salopette et sa feuille de boucher. Le titre c'était Maniac, mais dedans c'était le Sadique à la tronçonneuse. Donc j'avais découvert moi le Sadique à la tronçonneuse comme ça. D'ailleurs on aurait pu en parler. Tout à fait, très bon film. Oui. Ouais. Mais on parle régulièrement de Juan Piker Simon, mais on fait jamais de film de ce réalisateur. Celui-ci, on le met de côté là parce que ça fait longtemps qu'il me trotte aussi dans la tête. Et d'ailleurs, comme j'aime bien dire, des fois, j'ai fait Footrack pour parler de ce film. je l'ai déjà dit plein de fois. Il se fait partie de mes films doudou, ça, avec La mort au large, L'avion de l'apocalypse, Maniac, notamment. Donc voilà, on va faire une petite parenthèse de Sadique à la tronçonneuse, mais on va pas faire ça. Et ouais, non, voilà. Moi, en fait, t'as tout dit par rapport à part les petites longueurs du milieu. Mais franchement, moi j'adorais le générique qui dénote. Le générique est bien, oui. Voilà, le générique, si vous êtes, on va dire, l'ami des animaux ou autre, ça risque de vous choquer, le générique. Alors, on pourrait plus faire ça maintenant, un générique comme ça, je pense que ça passerait bien plus. Dommage, mais pour voir rien de choquant, voilà, c'est comme ça. Mais le générique est excellent. Sinon, non, voilà, tu as tout dit sur ce film, le Slaughterhouse, l'Abattoir, avec on a un petit peu de musique
dans le film aussi quand même. Hein. Alors j'ai pas noté le compositeur, je sais plus parce que c'est pareil, il a rien fait d'autre. Il a rien. Oh, ouais, je sais pas crois pourquoi, pas. j'ai rangé mon DVD parce qu'il y avait le nom du groupe. Il y a un groupe qui fait plusieurs musiques dans le film, c'est le même groupe parce que sur le générique de fin, il y a le nom, puis sur la jaquette de Prism, il y a le nom du groupe aussi. Pointage ou Vintage, je ne sais plus. Ah ouais, j'ai pas complètement noté. oublié. Mais je vais vous passer un petit morceau là. Vite fait, Vantage Point. Vantage Point. On va écouter Vantage Point. Et voilà, on a écouté Vantage Point. Alors le titre, voilà, je sais pas, mais c'est ce qui conclut la musique qui conclut le générique. C'est un générique de fin de l'abattoir. Nous, c'est pas tout à fait la fin parce qu'on va se dire au revoir quand même. Après, je sais pas si t'as tout dit ou si tu. Oh oui, pour moi, pour l'abattoir, c'est Voilà. tout bon. L'abattoir, en tout cas, c'est à voir. Ouais, voilà. J'ai fait ma Exact. petite stream. Ouais. Non, mais voilà. C'est deux petits classiques, hein, Maniac et l'abattoir. Parce que moi, je l'ai dit, c'est un classique. Mais moi, je l'ai vu sur un film que j'ai vu sur le tard. Hein. Je sais pas, je l'ai dû le voir au début d'Internet, quand j'avais réussi à l'attraper sur Internet à une époque où. Parce que le DVD, je l'ai pris à cash il y a peut-être 3-4 ans, là, le DVD. Mais j'avais déjà une copie. Mais c'est rigolo parce que c'est exactement la même copie en fait. Il y a la bande rouge sur le côté. Donc, là, moi j'ai vérifié avant de te demander une meilleure copie de qualité et j'ai vu que sur mes fichiers c'était exactement la même. C'est pas étonnant. Les petits filous. Voilà, les petits filous de Prisme initial, j'allais dire. Je pense que c'est la même famille tout ça. Oui, je crois, oui. Prisme initial, mais. Comme je dis à chaque fois, on ne sait jamais. Des fois, je dis, s'il y a quelqu'un qui a travaillé chez Prism, contactez-nous. Et peut-être un jour, on fera un truc spécial Prism avec des gens qui ont bossé pour Prism. Voilà. Ça serait intéressant. On en rigole, mais franchement, il n'y a pas. Par exemple, le copain de Pelliprod, Greg, ou même chez iKick dans ton podcast, tous les VHS et canapés, je pense qu'ils aimeraient un jour parler. Peut-être qu'ils connaissent des gens qui travaillent chez Initial. Mais si vous les connaissez, invitez-les dans vos podcasts ou alors venez chez Footrack. On serait ravis de. J'aurais plein de questions. Hein. Clairement, oui. Donc voilà, pour notre petit double programme, on a un peu voyagé dans le temps. Avec moi, Maniac. J'ai pas trop fait le synopsis de Maniac. Il y avait pas. Voilà, j'ai dit, c'est la folie d'un tueur qu'on rentre dans sa tête, qui a des petits problèmes avec sa maman, notamment. Oui. Notre ami Franck Zito. Mais voilà, je vous laisserai découvrir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Puis pourquoi pas le re-regarder encore, notamment dans l'édition du Chat qui fume. Il y a des super bonus. J'avais failli passer à côté, moi. Et je ne l'avais pas pris dès le début. Je l'ai pris un peu plus tard. Et faut y aller. Il faut acheter. Et je crois qu'il y a le CD des musiques, non, dessus. Et justement, moi j'ai pris celui où il n'y a pas le. Voilà, je pense qu'ils avaient fait un sorti avec les musiques. Il me semble. Moi j'ai celui. Ouais. Alors j'ai le Blu-ray, il y a avec des bonus. Il y a le film en DVD et il y a un DVD bonus. Voilà, il y a trois disques.
Et excellent, franchement, quand il y a des billets à mettre sur certains trucs, des fois, on les met. Parce qu'on Voilà. ne rechigne pas et on sait pourquoi on met le prix. Voilà, parce que des fois, il y a un accès qu'on peut se plaindre de certains prix, mais bon, là, franchement, allez-y. Je ne sais pas s'il reste encore des éditions, parce que je crois que je sais pas s'ils ont fait une édition slim ou une édition simple. Ah, je sais Je pas. sais pas s'ils ont fait ça. La première édition, à mon avis, elle n'existe plus. Hein, mais, Ouais, voilà. Enfin, elle n'existe Donc, plus, elle est plus disponible. Mais ouais, après, je sais après, pas. Ils l'ont peut-être ressorti, je sais plus. et voilà, donc si vous l'avez pas, tant pis pour vous, vous l'achetez d'occasion. Donc nous on va conclure, on en a fini avec ce petit double programme exceptionnel, je disais. Hein. Et sinon, est-ce que toi tu sais le doc où est-ce qu'on peut retrouver Footrack? Ah ah, petite colle. Alors, il y a plein de plateformes. Apple Podcast ou quelque chose comme ça, par exemple. Par exemple, dans Spotify, etc. De toute manière, si vous écoutez, c'est que vous écoutez sur votre plateforme. Mais tout ça pour dire, on est aussi, je l'avais dit, je crois déjà la dernière fois, le podcast sort aussi sur YouTube. Donc vous pouvez l'écouter sur YouTube. J'ai vu qu'il y avait quelques commentaires, je crois Lorenzo Bis et d'autres, donc j'ai oublié. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à tout le monde d'ailleurs. J'espère que oui. Parce qu'on n'a pas 800 commentaires, donc si je commence à pas répondre à ceux qui laissent des commentaires, mais il me semble que j'ai dû répondre à Lorenzo Bis notamment. Je voulais passer aussi le coucou à Oum qui est très actif avec nous sur Twitter. Voilà, on a un compte Twitter qui partage, qui repartage. Donc voilà, et puis je dis sur YouTube où je mets des fois maintenant de temps en temps des petits extraits de films dont on parle. Il y a déjà les extraits de Maniac et des petits morceaux de musique de l'abattoir. Donc vous pouvez toujours y aller. Je mettrai des fois des petites bandes annonces, alors soit qui concernent les films dont on a parlé, ou soit ça peut être des films lambda. Et voilà, de temps en temps je mets des musiques aussi. Allez, venez vous, comment ils disent les youtubeurs, abonnez-vous, partagez, ou je sais pas quoi, voilà, avec la cloche, ouais, ça c'est, voilà, avec mon fils des fois on en rigole. Voilà, abonnez-vous pour le référencement qu'ils disent, voilà, ou je sais pas quoi. Ouais. Donc voilà, venez, nous on veut juste partager la bonne parole et parler de notre passion, et puis voilà. Je disais aussi, vous savez ce que vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Hein, il y a une page Footrack. Il y a aussi l'Enfer des films. Hein, c'est pareil, c'est la même famille. Hein, que ce soit Oui, sur tout à Facebook fait. ou sur YouTube aussi, l'Enfer des films. Sur le blog d'Herveline, qui en ce moment n'est pas trop avec nous parce qu'elle prépare son voyage là. Je sais pas si elle peut-être avait écouté ça dans l'avion, je ne sais pas. Ou, je sais plus c'est quand qu'elle part. Là où on enregistre, mais elle doit bientôt partir, je crois. En voyage. Je ne sais plus, oui. Encore aux États-Unis, me semble-t-il. Ah, la chanceuse. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il y avait Nanarland, tiens, le 20 septembre. C'est aujourd'hui que j'ai vu qu'ils avaient mis en place la vente. Enfin, j'ai appris ça aujourd'hui, mais je ne sais pas si c'est aujourd'hui qu'ils ont. Nous sommes le 12 mai. Et j'espère pouvoir y aller. Ça va pas être simple cette année d'y aller. Pas financièrement, mais c'est niveau organisation, on va dire. Mais j'espère, pour ceux qui vont aller au mois de septembre, vont se régaler. Parce que nous, il y a 2 ans, c'était bien amusé. Tu n'étais pas là, le doc? Non, j'étais pas là. Ouais, on avait pu, Monsieur Boustachu, nous on se connaît, mais on avait pu rencontrer Aveline. Donc c'était pas mal. Hein. Merci aux auditeurs qui viennent nous écouter aussi. Voilà. Vous allez vous reconnaître. Je disais Fred Boissou et les autres. Nous, on va se retrouver pour le double programme de juin. Je serai avec Monsieur Boustachu parce que voilà, Herveline, je disais, pas trop là avec nous. Et on a un double programme on a décidé de double programme déjà hier, nous. Donc, nous, en se quittant là. Alors, je vais donner un indice pour le prochain. Juste un indice sonore. Parce que toi, le doc, tu es au courant Oui, tout à fait. du truc. Mais pour les auditeurs, je vais laisser un petit... hop. Voilà, ça c'est un bruit assez désagréable. Donc, double programme. Je C'est vois. rigolo parce qu'on l'a pas du tout là. Mais le doc, il sait ce que je vais mettre. Oui, tout à fait. Voilà. Donc vous avez entendu ce bruit très désagréable, vous avez peut-être deviné de quoi on va parler. Double programme sur ce thème-là. En fait, il y a un film et sa suite. Il y a le 1 et le 2. Donc voilà, ça sera 2 films bien sympathiques aussi. Donc nous, on se dit au revoir, on va se quitter en musique. Alors j'hésite à passer encore un morceau soit de l'abattoir, parce qu'il y a des morceaux que j'ai pu extraire du film, ou soit de Maniac. On ne sait pas, on ne sait plus. De toute manière... Je vous dis au revoir, à bientôt. Le doc, à bientôt aussi. Eh ben, à bientôt, à très bientôt. Allez, au revoir. Au revoir tout le monde.
Ah, ben c'est encore moi, David, le grand maître des ninjas. Oh, Je suis avec monsieur Boukstachu. Boukstachu. Est-ce que tu es au courant, monsieur Boukstachu, que nous sommes le 8, le 12 mai, nous allons enregistrer avec le doc un spécial horreur VHS, l'âge d'or de la VHS des années 80. Ce sera maniaque contre maniaque. Maniaque contre maniaque. Oui. Un maniaque contre Et l'abattoir. En fait, c'est maniaque, Lustig contre maniaque, prisme vidéo. Donc C'est ça c'est qu'on aime. l'abattoir. Est-ce que tu as vu l'abattoir? Oui, Alors? oui, carrément. J'adore ce film. J'adore ce film. En plus, le début, il fait très Mando Canet. Attends. J'adore. Attends, je perds mon pain. Pardon. Non, pas le pain. J'ai perdu le pain en route. Le pain de droite. J'ai perdu le gros pain, ça s'appelle. Non, mais si tu prends ça, là. Bon, je mets dedans. Voilà. Tac. Voilà. Tu as vu? Ah oui, j'ai vu l'abattoir et j'ai adoré. Sauf qu'on a en fait un personnage principal que c'est en gros le tueur en série. Le mec il parle pas, il fait juste des. Ah, il y a des gens qui veulent passer en vélo, pardon. Il fait des trucs de fou. Il fait des trucs de fou. Il grogne comme un cochon qu'on égorge. C'est excellent. C'est un très bon slasher des années 80. Pas très connu. Je vous le conseille. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le trouver très facilement à Cash Oui. Converters ou bien vous le commandez. Il coûte pas bien cher. Et puis c'est un putain de bon slasher des années à l'ancienne. Et surtout, il y a de la viande humaine. Le générique. On fait du saucisson. Et le générique. Le générique. Une tuerie le générique. Tu l'envoies après? Le générique. Non, le générique, on l'a déjà mis. Le On l'a générique. déjà écouté, on va Voilà, pas. mais Voilà. c'est une tuerie. Voilà. Monsieur Donc- Boukstachu, Oui. qu'est-ce que tu dis aux auditrices? Auditeurs aussi, pardon. Nathalie, allons enfants de la patrie. Au revoir.